Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Medicast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Christian. Christian, bonjour. Bonjour Guillaume. Alors Christian, tu es actuellement physiothérapeute, il me semble, c'est ça? Exactement, depuis un an. Magnifique. Alors, on va reparler un petit peu de ton parcours. Si tu le veux bien, on va d'abord passer par ce chemin, voir comment est-ce que tu en es arrivé là. Et puis après, nous allons parler peut-être de ton expérience terrain. Et puis on va terminer un petit peu sur des questions plus personnelles, voir un petit peu quelle est ta vision, en tout cas dans le milieu des soins et qu'est-ce que ça t'a apporté aussi. Ok. Donc, dans un premier temps, est-ce que tu peux m'expliquer, Christian, comment et pourquoi es-tu arrivé dans le monde de la santé, tout simplement? En gros, ça remonte à loin. Je faisais du foot et le foot m'a amené à certaines blessures. Et du coup, ça m'a permis de côtoyer différents milieux. Et en l'occurrence, les physios. D'accord, ce qui a fait que tu t'es plutôt orienté dans cette branche-là. Et comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui s'est passé avant que tu arrives dans la filière physio, d'un point de vue chronologique? Ça a commencé où? Alors, j'étais parti sur 2 ans de bilingue allemand au collège à Calvin. Puis ensuite, j'ai arrêté parce que entre-temps, je me suis intéressé à la physiothérapie. Je me suis dit que si je terminais le collège, c'était 4 ans, plus une année complémentaire où c'était une année en tronc commun, on va dire. Du coup, ça me faisait un total de 5 ans. Après ces 5 ans-là, il fallait passer un test psychotechnique. Et on n'était pas sûr d'être pris, donc j'ai préféré aller à l'ECG aussi. Parce qu'à l'ECG, c'est 3 ans, Ouais. plus l'année en commun. Donc en tout, ça faisait que 4 ans. Donc je gagnais une année. Ok. Tu nous as parlé du concours d'entrée. Ouais, exact. Ça se passe comment? Tu te présentes et puis ça dure combien de temps? Alors c'est, comme je te l'ai dit avant, c'est un test psychotechnique. Donc c'est chronométré. Tu as des questions de logique, verbe. Tu as aussi des questions sur ta personnalité, comment tu es. Et puis ça dure grosso modo 4 heures. Avec le test de personnalité qui dure environ 1h30, 2 heures, un truc comme ça prend pas mal Quelque de chose temps. comme ça, ouais. Il y a pas mal de questions personnelles. Ouais. Ouais, et puis il me semble, pour les auditeurs aussi, qui se basent sur le MBTI. De base, on a plusieurs tests, on va dire, de la personnalité en psychologie, dont le Big Five qui reprend par exemple 5 traits, et le MBTI qui, de mémoire, peut donner 16 catégories de personnes différentes ou de comportements différents qui t'amènent vers une filière ou une autre plutôt. Pas mal utilisé par les RH d'ailleurs. Et pour en arriver aux études de physio, comment ça s'est passé la première année? La première année, très compliquée parce que faut savoir que je suis une personne qui travaille pas beaucoup. C'est-à-dire que j'écoute en classe, j'assimile plutôt bien. Sauf que cette fois-ci, vraiment, je m'attendais pas à ça. Donc le premier semestre, je vais pas honte de le dire, hein, j'étais en remède. Puis avec le deuxième semestre, j'ai réussi à compenser mon manque. Ok. Et du coup, Est-ce que tu peux spécifier peut-être ce que c'est la remédiation? la remédiation, c'est quand t'as pas les notes suffisantes. C'est-à-dire qu'il faut avoir, sincèrement, ça remonte à 1 an. Donc je crois qu'à l'époque, c'était 4. Après, je sais pas comment ça s'est arrangé. Peut-être c'est 3,80 ou quelque chose comme ça. Mais voilà, donc j'étais en dessous de la note, enfin de la moyenne, quoi. Ouais. Le premier semestre et le deuxième, j'ai réussi à rattraper. Ok. Et ensuite, ça dure 3 ans, c'est ça? 3 ans, ouais. 3 ans. Et durant ces 3 années, la première année, on a une période de 8 semaines de stage. En deuxième année, on a 10 semaines de stage. Et la troisième année, on a 2 périodes de stage en troisième année, dont 10 semaines et 8 semaines. Ok. Donc en fait, c'est une formation plutôt immersive quelque part. Ils te mettent direct sur le terrain. Pas du tout. Oh. Pas du tout. Alors, première année, c'est du bourrage de crâne. C'est du par cœur. Et à partir, on va dire, de la moitié de la deuxième année, on commence un petit peu à avoir, vu qu'on a les bases du bourrage de crâne, on commence un petit peu à réfléchir par soi-même. Et puis, on essaie de trouver des logiques en fonction des pathologies. S'il y a un patient qui vient, pourquoi il a ça, pourquoi il ressent ça, on essaie de créer des liens. Et puis, voilà. Quand tu dis bourrage de crâne, ils vous demandent d'apprendre quoi exactement? Myologie, des insertions, des os, ligaments, des choses comme ça. Bon. Après, on peut pas faire autrement. Faut bien passer par là pour avoir la base. Ouais. Donc myologie, tout ce qui est l'étude des muscles. Et ils vous font apprendre aussi les nerfs, etc. Les os, tout ça. Ouais, tout apprendre par cœur. Tout. Voilà.
Mais j'imagine qu'il y a d'autres matières, hormis l'étude des tissus. D'autres matières, c'est-à-dire? J'imagine il doit y avoir tout ce qui est en lien avec la myologie, la natte, etc. Ouais. Mais est-ce que vous avez d'autres matières où vous appliquez ce que vous apprenez, ou est-ce qu'il y a je sais pas, de la thérapie manuelle ou autre? Vous voyez des choses comme ça en première ou c'est après? Ouais, par exemple, en première année, on nous a direct mis le massage. Ouais. Et puis la palpation. Je me rappelle d'ailleurs le premier cours qu'on a eu. C'était un petit cours, on va dire, bizutage de la part des profs. Enfin, moi personnellement, j'avais pas l'habitude, mais on est en sous-vêtements. Du coup, bon, en même temps, pour connaître le corps humain, on va bien passer par là aussi. Mais je me rappelle que le premier cours, c'était au niveau de la région, on va dire, basse du corps. Et c'était un peu gênant, mais bon. Voilà. Donc ils vous mettent direct dans le bain et puis après c'est Ils pas nous le mettent patient direct région dans le pelvienne. Exact. Et après, j'imagine que tu es arrivé dans tes stages, tu nous as dit qu'il y en avait en première année. Ouais. C'est quoi? C'est à la fin du deuxième semestre, quelque chose comme ça? Alors ça dépend. Moi par exemple, vu que dans ma classe on était assez nombreux, je crois qu'on était une quarantaine, il y a eu un premier groupe qui a fait son stage en moitié d'année et un deuxième groupe dont je faisais partie à la fin du premier, à la fin de l'année je crois. À la fin de l'année, tout à la fin. Ok. Et pendant ce stage, du coup, c'est quoi? Vous voyez des bases? Alors, ça dépend de chaque milieu. Moi, par exemple, pour parler de mon expérience personnelle, j'étais en soins palliatifs à Bellerive. Ça s'est très très bien passé. Donc, c'était un petit peu des soins de confort en soi. C'était pas vraiment ce qu'on avait vu en cours. Parce qu'en cours, c'était plus par rapport à l'insertion musculaire, etc. De la thérapie manuelle, mobilisation, tout ça. Tandis que là, en soins palliatifs, il faut vraiment accompagner le patient dans la fin de sa vie, quoi. C'était pas trop difficile comme expérience? Ça dépend de chacun. Alors moi, je suis une personne qui est empathique, très empathique. C'était un petit peu difficile. Donc il a fallu que je crée mes propres barrières, on va dire, de protection. Et est-ce qu'il y en a certains qui parfois craquaient, ou est-ce que c'était trop difficile pour certains, je pense? Je peux pas parler au nom des pour autres. d'autres, ou au nom des autres, comme tu le dis. Mais je pense que chacun vit la situation comme il la sent. Ouais. Mais c'est quand même paradoxal, tu vois, parce qu'on veut aider les gens, en même temps on se met des barrières pour ne pas ressentir trop de choses. Après, c'est pour ça que moi je suis pas parti dans ce milieu-là à la fin de mon cursus. Donc je pense que si à moi ça me convenait pas, c'est pas que ça me convenait pas, c'est juste que c'était pas vraiment le milieu dans lequel je me sentais le plus à l'aise. Mais je pense qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup mieux. Et j'imagine qu'au fur et à mesure des années, tu prenais confiance. Ouais, non, c'est sûr. Tu voyais une grosse différence entre première, deuxième, troisième dans ta pratique? Alors, à partir de mon deuxième stage, j'ai commencé à sentir un petit déclic. Où j'étais beaucoup plus à l'aise, et puis voilà. D'accord. Et tu nous as parlé de la thérapie manuelle, j'aimerais juste revenir là-dessus pour les auditeurs. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence qu'il peut y avoir peut-être entre les massages et la thérapie manuelle? Concernant la thérapie manuelle et le massage, pour moi, ça se complète en fait. C'est une seule technique. Dans la thérapie manuelle, tu peux avoir tout ce qui est passif. Par exemple, une mobilisation de hanche en passif, donc c'est le thérapeute qui mobilise. Ou bien ça peut être en actif aussi, où c'est le patient qui se mobilise tout seul. Ou de l'actif aidé, c'est une aide entre le patient et le thérapeute. Et le massage, en fait, pour moi, ça fait partie d'une des techniques manuelles pour détendre, relâcher, par exemple, les structures, les muscles, tout ça, quoi. Ok. Puis c'est peut-être une manière aussi de pouvoir rentrer plus facilement en contact avec le patient, non? Pour moi, rentrer en contact avec le patient, c'est directement quand on ouvre la porte de la salle d'attente, on regarde droit dans les yeux, on essaie directement de créer un lien. Et puis voilà, c'est pas forcément par le massage, c'est surtout verbal. Ça me fait penser, est-ce que vous étudiez un petit peu la communication en physio?
ils vous donnent 2-3 techniques comme ça? Parce que je sais qu'en filière soins infirmiers, dont je suis issu par exemple, Ouais. on a pas mal de cours à ce sujet-là, comment rentrer en contact avec le patient, qu'est-ce qu'on peut dire, comment réagir dans certaines situations. Je sais pas si vous êtes préparé à ça, plus ou moins. Alors, on a eu comment dire, un module Mhm. de communication, mais qui est présent à partir de la troisième année. En gros, c'était notre dernière année, on a eu une petite phase de communication. Mhm. Voilà. Ok. Et en troisième année, il y a le fameux mémoire aussi. Ah, fait c'est son entrée. mémoire. Ouais. Ça s'est passé comment ça? Alors, moi, je l'ai fait avec ma conjointe, donc, que j'ai rencontrée en filière de physiothérapie. Comme quoi? Comme quoi. Donc, on l'a fait ensemble. Alors, on avait trouvé un sujet, mais 3 semaines après, bon, on a eu de la chance, parce que c'était que pendant un petit court laps de temps. En fait, 3 semaines après, il y a une revue qui est apparue sur le même sujet qu'on avait voulu présenter. Mhm. Donc, on a décidé complètement de changer, et ça nous a pris peut-être, allez, on va dire jusqu'au mois de janvier, Mhm. de trouver un sujet qui nous passionnait, et puis finalement, ça s'est fait. Ok. Mais le début, il était un petit peu, ouais, c'était un petit peu difficile. Ouais, toujours. De toute façon, trouver la problématique, c'est toujours le point compliqué. Et trouver un sujet qui te convient aussi. Ouais, justement, en fait, nous, on a trouvé plusieurs thèmes, mais qui nous parlaient pas vraiment. Ok. Nous, on voulait vraiment un sujet qui nous passionnait et qui nous parlait, quoi. On parle de la troisième année, ça me fait arriver sur le Covid. Parce que toi, comme moi, on est issu de la volée qui a connu le Covid en fin de formation. Ouais. Comment est-ce que toi, tu l'as vécu le Covid? Bah, pour moi, le Covid, ça a été comment dire, un moment assez pénible à passer. Pas difficile, je dirais pas difficile, parce que je suis conscient que dans d'autres parties du monde, ça s'est pas passé comme ici. Ici, on est quand même bien privilégié, ne serait-ce que par les infrastructures, par le réseau, Internet, tout ça. Mais personnellement, le fait de ne plus être en présentiel pendant les cours, ça change beaucoup. Surtout au niveau de l'attention. On a plus facilement tendance à se laisser aller, à être derrière l'écran. On se dit, ouais, on a mis, il faut couper, on n'a pas la caméra, personne ne nous voit. Donc, on peut profiter pour faire d'autres choses. Aller à la cuisine, ramener quelque chose à manger, par exemple. Donc, voilà. C'était un moment pénible à passer. Voilà. Pénible, mais qu'on a finalement réussi à surmonter quelque part. Ouais. Donc je sais pas si on peut dire que c'était si terrible que ça. Enfin, c'était juste différent, je pense. Différent. En réalité. Ouais. Il faut savoir s'adapter à la situation. Maintenant, on va parler peut-être un petit peu plus du terrain. Ouais. Une question que moi, je me suis souvent posée. Tu vois, j'ai beaucoup vu les physios travailler quand j'étais dans certains services ou quand j'étais en stage particulièrement. Ouais. Mais c'est quoi votre travail? Comment ça se passe la journée? C'est quoi la journée type d'un physio? Alors, ça dépend du milieu dans lequel on est. C'est-à-dire que si on est dans le privé, on peut facilement se taper des créneaux horaires de 8h du mat jusqu'à 19h par exemple, avec 1 heure, 30 minutes de pause. Ou au contraire, avoir de grands moments de pause, des trous, des annulations par-ci par-là. Du coup, voilà. Je sais qu'à l'hôpital, pour avoir fait mes stages là-bas, il y a relativement moins de patients. Donc, on a plus de temps. Entre guillemets, Entre je vois guillemets. ce que tu veux dire. C'est-à-dire que c'est plus cadré en fait quand tu es à l'hôpital. C'est-à-dire que vu que c'est public, tu as des horaires précises, alors que dans le privé, ça peut être très étendu. Exact. Et il n'y a que ces deux types de créneaux-là ou non, il y a aussi le fait qu'on peut être indépendant, c'est aussi du privé entre guillemets. Ouais, c'est vrai, Mais exactement. tu peux aussi avoir ton cabinet et exercer de ton côté au bout d'un moment, j'imagine. Alors, pour être indépendant, dans la formation, il faut avoir travaillé minimum 2 ans sous surveillance. C'est-à-dire que si on sort de l'école, on ne peut pas directement se mettre à son compte et puis travailler. Donc il faut être encadré, on va dire, encadré entre guillemets, par une infrastructure, que ce soit à l'hôpital, que ce soit un cabinet. Ok. Il y a des spécialisations qui sont possibles en tant que physio. Concernant les spécialisations, il y en a beaucoup, que ce soit dans le monde du sportif, réhabilitation du sportif, que ce soit dans le monde, je sais pas, thérapie manuelle, G-Pro par exemple, ou bien dry needling. Moi, dans mon travail de bachelor que j'ai fait avec ma compagne, on parle du dry needling justement. C'est une spécialisation qu'on peut faire post-grad. Donc, ouais, il y en a plein.
Et on parlait de tout ce qui était la journée des physios. On sait qu'il y a aussi énormément d'autres soignants, par exemple à l'hôpital. Est-ce que l'interprofessionnalité, c'est quelque chose d'important pour toi? Pour moi, l'interpro, c'est la base de tout. C'est pas parce qu'on est seulement physio ou bien seulement infirmier. Non, pour moi, il y a tout le monde qui doit collaborer avec tout le monde parce que c'est un échange, c'est une équipe, c'est pluridisciplinaire. Donc, ouais. La question suivante qui me vient, c'est est-ce que tu as parfois été confronté au refus dans les soins? Tu sais, j'ai déjà vu des physios qui venaient dans la chambre de certains patients, puis qui parfois n'avaient pas l'accord du patient. Est-ce que toi, c'était déjà arrivé? Et si oui ou non d'ailleurs, comment est-ce que tu penses réagir face à cette situation? Alors, qu'est-ce que tu entends par du refus? J'entends par là que parfois le physio peut rentrer dans la chambre, demander au patient de faire la séance. Parfois le patient refuse. Tu vois, parfois voilà, il y a certains patients qui ne veulent pas bouger, parfois ils ne se sentent pas trop. Est-ce que toi c'est déjà arrivé? Et puis comment est-ce que tu réagis dans ce cas-là? Alors, en soi, si le patient refuse, moi je m'intéresse vraiment à la personne. Enfin, je vais savoir pourquoi est-ce qu'il refuse, pourquoi il veut pas venir, pourquoi il veut pas faire telle ou telle chose. Peut-être que c'est un mal-être qu'il a en lui, ou bien quelque chose qu'il n'arrive pas à exprimer. Et puis, moi je viens. Peut-être que la séance, on va pas du tout faire de la physio. Peut-être qu'on va simplement parler, peut-être que ça va permettre de créer un meilleur lien avec lui et partir sur de nouvelles bases. Ok. Et peut-être que pour la suite du traitement, bah, ça sera beaucoup plus facile parce que je sais que j'aurais pris le temps de parler avec lui, de connaître, de savoir ce qui va, ce qui ne va pas, et puis créer un lien. Pour continuer l'interview, Christian, la prochaine question que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce que tu penses de la digitalisation des professions de la santé? À savoir qu'il y a des physios, des infirmiers, des médecins qui le font, mais plus particulièrement pour les physios, qu'est-ce que toi tu en penses? Je pense que c'est une très bonne chose, non seulement pour, comment dire, pour le patient, c'est-à-dire si une personne lambda tombe sur cette vidéo, bah, ça peut lui apporter une certaine culture générale, ça peut lui apporter des informations par rapport à ses douleurs, mais bon, c'est pas parce qu'on regarde une vidéo que forcément le problème qu'on a est le même, tu vois. Ouais, c'est pas encore résolu. C'est pas encore résolu, mais ça peut apporter un semblant de réponse. Ouais, ça peut être pas mal. Moi, je suis d'accord avec toi, ça peut apporter une certaine plus-value, mais je pense que tu seras d'accord avec moi, ça ne remplace pas une consultation qu'on peut avoir avec un professionnel, parce que c'est souvent plus complexe que ce qu'on pourrait penser, ou du moins le problème parfois n'est pas celui auquel la vidéo, par exemple, va nous exposer. Tout à fait, tout à fait en accord avec toi. Et la prochaine question que j'avais, c'était sur tout ce qui, tu sais, médecine complémentaire, médecine parallèle et autres, c'est-à-dire tout ce qui sort peut-être du champ très scientifique, même si aujourd'hui on a certaines de ces pratiques qui commencent à être un peu plus evidence-based, c'est-à-dire qui commencent à être basées sur les sciences. Je sais pas, je pense à l'hypnose, l'acupuncture, etc. Parfois, tu vois, ça rentre un petit peu dans le carnet de compétences de certains physiothérapeutes. Qu'est-ce que toi tu en penses? Concernant les médecines alternatives, moi je suis pour à 100%. C'est pas parce que y a telle ou telle revue qui dit que ça va avoir 50% ou 56% d'amélioration sur telle pathologie. Pour moi, ça veut tout et rien dire. Oui, il nous faut des preuves scientifiques pour pouvoir continuer à prouver que notre profession elle marche, mais il y a pas tout qui fonctionne, ouais. Et suffit de tomber avec un patient qui croit vraiment en tout ce qui est énergie, que ce soit avec les méridiens, magnétisme, etc. Et que avec justement ce genre de professionnel, ça va bien marcher, tandis qu'une thérapie conventionnelle, c'est-à-dire un physiothérapeute qui est vraiment carré dans tout ce qui est évidence, ouais, en gros tout ce qui est preuve scientifique. Preuve scientifique, voilà. Avec lui, ça va pas du tout marcher. Alors que ce qu'il est en train de faire, normalement, selon les théories, etc., selon les preuves, ça marche. Ça devrait marcher, mais ça marche pas. Donc ouais, chaque personne est différente. Ok. Donc ouais. Puis c'est clair qu'en fonction du vécu subjectif du patient, tu vois, ça peut avoir un impact plutôt positif. Donc à voir. Oui, je pense que ça dépend de chacun, comme tu dis. Exactement. Là, je vais te parler d'un truc qui a peut-être fait un petit peu polémique, tu vois, sur les réseaux sociaux notamment. Les t-shirts posturaux. Ah, super.
Est-ce que tu peux peut-être nous donner ton avis là-dessus sans forcément rentrer dans les détails? Ok. Alors, de mon point de vue, si tu joues sur eux, sur du court terme, ça peut peut-être t'aider, soulager un petit peu. Mais sur du long terme, ça peut avoir Des conséquences des autres. conséquences assez lourdes, on va dire. Mhm. Donc, ces t-shirts-là, ils sont créés pour, on va dire, premièrement, soulager les muscles. Mais qu'est-ce qui va se passer? Si on soulage les muscles ne travaillent plus de la même manière. C'est-à-dire qu'ils vont se déconditionner, ils vont être moins endurants, ils vont avoir moins de force aussi. Donc, sur du court terme, oui, tu as moins de douleur. Il y a aussi l'effet placebo qui joue un rôle. Parce qu'on se dit, ouais, on achète un nouveau produit, c'est sûr et certain, vu que j'ai mis de l'argent, allez, ça va marcher. Alors que, pas forcément. Mais bref. Sur du long terme, vu que ce t-shirt, tu vas prendre le rôle de tes muscles, ça peut provoquer des douleurs. D'accord. Donc, voilà. Donc moi, je suis pas du tout pour. Ce qui peut soulager les douleurs, c'est le mouvement et le mouvement. Bien sûr, si on a des douleurs ou quoi, bah, faire en fonction de nos douleurs. Et si on voit qu'on est limité dans quelque chose, bah, à ce moment-là, se rediriger vers un soignant. Donc toujours prendre plutôt l'avis d'un professionnel. Toujours. Donc Christian, nous avons parcouru énormément de sujets durant cette interview. Autant on a parlé de la filière physiothérapeute, de comment est-ce que tu en es arrivé là, du fait que maintenant tu pratiques depuis un an. On a parlé de divers sujets. Mais maintenant j'aimerais qu'on parle peut-être un peu plus de toi et de comment est-ce que ça s'est passé. Est-ce que pendant tes études, tu avais peut-être du temps pour tes hobbies, pour tes loisirs, etc. Alors, la première année jusqu'à la moitié de la deuxième année, j'ai dû arrêter le football. J'avais vraiment pas de temps à consacrer en dehors des périodes de temps de travail que je devais faire. Okay. Mais bon, après, c'est propre à chacun. Hein. Il y en a d'autres qui te répondront oui, moi j'avais tout le temps. Moi, personnellement, j'en avais pas. Donc, je pense que c'est dû énormément à l'organisation et à tout ce qui est rigueur et autres. Ça dépend de chaque personne. Par exemple, une personne qui assimile rapidement les informations va directement avoir beaucoup plus de temps qu'une personne qui doit beaucoup plus travailler que justement la personne qui assimile. Donc, voilà, ça dépend de chaque personne, ça dépend de chaque organisation personnelle, quoi. Et toi, tu avais des petits trucs, des petits rituels avant de commencer à bosser, en te disant là, je vais être efficace, etc. Bosser comment? Pour travailler, tu dis pour réviser? Ah oui, clairement. Ok. Alors, la première année, bah, je devais trouver un petit peu mes repères. Donc, ouais, j'écrivais le cours, j'essayais de mémoriser tout ça, mais je prenais énormément de temps. À partir de la deuxième année, je lisais le cours, je m'endormais, je lisais, je me rendormais, et ça rentrait beaucoup plus facilement. Donc, ouais, j'ai dû trouver ma méthode de travail, et ensuite 2 heures, bah, c'était cool. Ok. Et est-ce que tu peux me citer peut-être un point positif et un point négatif de ton métier? Il n'y a pas vraiment de points négatifs, il y a vraiment des points améliorés, mais par exemple, tout ce qui est termes d'assurance. Donc je sais que bon, pour l'instant c'est pas encore de mon ressort, mais dans chaque cabinet, j'entends par exemple mon patron toujours se battre avec les assurances parce qu'ils demandent beaucoup de justificatifs. Des fois ils coupent la rémunération sans aucune raison valable. Et puis voilà. Mais sinon, en termes de points positifs, je pourrais t'en citer des milliers et des cents. Des milliers et des cents. Comme par exemple la relation que j'ai avec les patients. C'est une relation unique. Le contact avec la personne, l'être humain, l'humain en soi, pour moi c'est beaucoup. Il y a une expérience particulièrement qui t'a marqué avec des patients? En soi, j'essaie de vivre le moment présent que je partage avec les patients que j'ai. Donc pour moi, c'est toutes des expériences uniques. Est-ce qu'il y a une personne en particulier qui t'aurait inspiré dans ta vie professionnelle comme étudiantine? C'est un peu cliché ce que je vais dire, mais pour moi, Cristiano Ronaldo, c'est quelqu'un. Hein. En même temps, il y a de quoi. Il travaille, il bosse dur. Il y en a plein qui le critiquent, mais lui, il s'en fiche. Il continue, il bosse. Il sait ce qu'il vaut. Il a confiance en lui.
sa méthode de travail elle est irréprochable. Ouais, donc pour toi, c'est vraiment vis-à-vis de l'effort que tu l'admires, on va dire. Ouais, exactement. Sa manière de travailler, sa manière d'être. Non, franchement, c'est pour ça que j'aime. Ton film ou documentaire préféré? Quoi? Mon film ou documentaire préféré? Mr. Nobody. Jamais vu. C'est un film, c'est un peu... en soi, tous les films qui me font réfléchir, qui font penser un petit peu à la conception de la vie. Enfin, on est, on travaille, on gagne notre argent, on met de côté des sous, on arrive à l'âge de la retraite, puis on profite de la vie. Voilà. Donc c'est un petit peu des films qui me font penser à la manière de vivre, quoi. C'est marrant parce que tu as parlé du moment présent tout à l'heure en plus. Ouais. Toi, c'est vraiment, il faut rester un petit peu dans cette dynamique, profiter autant qu'on le peut, tant qu'on est là. Exact. On sait jamais ce qui peut nous arriver demain. Et quelque part, c'est paradoxal hein, avec les professions que nous on exerce. C'est-à-dire que nous, on est toujours face à des problématiques, tu vois, que ce soit de santé, parfois on peut être confronté à la mort, mais pour autant on se confronte à ça, alors que la plupart des soignants sont, entre guillemets, dans le moment présent, dans le fait de se dire qu'il faut tout vivre à fond. Est-ce que tu penses qu'on vit vraiment tout à fond alors qu'on est toujours confronté à ces situations? On peut pas toujours tout vivre à fond, ce serait mentir de dire oui. Sinon on est dans la pleine conscience, la pleine plénitude, tout ça. Non, chaque personne est humaine. Et c'est normal qu'on ait des idées qui viennent dans nos têtes pendant qu'on fait telle ou telle chose. Donc, on peut pas être là à 100%, mais au moins essayer d'être là. Ouais. Eh bien, écoute, Christian, nous arrivons gentiment à la fin de cette interview. Donc, il me reste une dernière question avant de rendre l'antenne. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux étudiants qui seraient en train de nous écouter et qui chercheraient peut-être à devenir de futurs physiothérapeutes? Alors, si vous vous lancez dans ça, accrochez-vous. C'est pas facile, mais ça vaut la peine. Magnifique. Eh bien, Christian, je te remercie d'avoir participé à cette interview aujourd'hui. Et sur ce, je vais peut-être te laisser un mot pour la fin. Merci beaucoup pour l'invitation, Guillaume. Merci beaucoup, Simon. Je tenais à remercier particulièrement ma famille, mes amis et ma copine avec qui je partage ma vie en ce moment. Sans qui, je pense que j'aurais grave galéré à devenir physio. Mais petit mot pour la fin aussi, spéciale dédicace à mes parents. Je voulais les remercier du fond de mon cœur parce que sans eux, je serais pas là où je suis. Eh bien écoute, encore merci à toi Christian pour ces mots. Et très chers auditeurs, je vous dis à bientôt j'espère.